Bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce premier webinaire. C'est une première, donc il y aura sûrement des défauts. Il ne faudra pas hésiter, je vous ferai un petit mail de retour pour justement voir un peu les pistes d'évolution qu'il y aura après. Rapidement, l'idée en fait de ce webinaire, c'est déjà de vous présenter Pascal. Merci à lui pour l'interview, qui est donc shapper AHD. Donc là, on va vraiment faire un focus AHD. Il est shapper pour plusieurs marques. On pourra en discuter aussi autour de l'interview. Globalement, le déroulé, c'est qu'on va faire 15-20 minutes d'échange avec Pascal. Et ensuite, je vous laisserai la main en fait, pour poser toutes les questions que vous avez à Pascal. Pour ça, ça va être assez simple. Vous avez en fait sur l'outil Zoom, il suffit de passer la souris sur l'écran et vous verrez un petit icône en bas converser. Et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions. Et faites-le même au cours de l'interview. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'interview pour poser vos questions. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et comme ça nous permettra à nous après de répondre aux différentes questions. Rapidement, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Donc, je suis Antonin. Je m'occupe de toute la partie marketing de Foil & Co. et notamment justement des 4 marques AHD, AFS, Nasqual et Sea Lion. Donc, on aura sûrement l'occasion de se revoir sur d'autres webinaires. Pascal, du coup, bienvenue. Ce que je te propose, c'est déjà peut-être de te présenter rapidement ton parcours, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir shapper, enfin voilà un peu ton expérience jusqu'à là. D'accord, d'accord. Bonjour à tous. En fait, mon parcours, il est assez ancien. Je suis pas tout jeune, hein, j'ai un peu d'expérience. Grosso modo, je chef pour AHD en premier lieu depuis 2003. Avant, en fait, j'ai commencé mon premier chef, j'ai fait mon premier chef, je pense, en 86. Euh, et donc, depuis, ça fait quelques planches, en effet. J'ai commencé la planche en 83. Et puis, étant bricoleur un petit peu passionné par tout ce que je faisais, je voulais toujours avoir quelque chose entre les mains pour bricoler. À cette époque-là, je trafiquais mes mobylettes et puis de suite, à basculer, je fais un petit atelier à moi et j'ai transformé mon atelier de trafication de mobylettes en atelier de planche à voile. Donc, j'ai fait mes premières planches à voile avec, avec des décorations, l'aérographe, comme ça se faisait à l'époque. Donc, on passait énormément de temps et je me rappelle encore aujourd'hui de ma première planche. Hein, c'était une 2,90 de slalom avec des gros doubles concaves. Et le moment le plus fort, c'était quand on va à l'eau, quand on pose les pieds dessus. Après des heures et des heures de galère au début, parce que c'est pas simple, on fait des bêtises. Voilà, j'ai mordu dedans à ce moment-là, quoi. Hein, donc après, j'ai fait des planches un petit peu pour les copains et après pour quelques magasins. Et en 1990, je suis rentré chez Tiga avec Hugo Turckheim. Donc au début, j'étais à la stratification, hein, un peu comme tout le monde là-bas. Et au bout de 8-9 mois, il m'a fait, parce qu'il a senti, peut-être il a senti que j'étais passionné ou des compétences, un petit peu quelque chose comme ça. Il m'a fait monter au chef. Alors c'est vrai que je suis passé un peu devant des gens qui étaient là depuis quelques années, parce que la place de chefeur, c'était quand même un peu la place que tout le monde voulait avoir, quoi, parce que c'était un petit peu être le bras droit de Guido Turckheim. Donc j'ai commencé en septembre 90 au chef. Et pour la petite histoire, la première planche que j'ai fait, c'était la Tiga 257. Donc la première, c'était une pour Nathalie Simon. Et après, j'ai fait la 257 de série, quoi. Voilà. Alors, je précise bien que Hugues, c'était la tête et moi, j'étais ses mains. Hein, donc, c'est pas moi, elle n'est pas sortie de mon esprit, la 257. Mais bon, en fait, voilà, c'est moi qui faisais toutes les planches pour les coureurs. Anders Brindal, Eric Thiémé, Mathias Sombia, Jessica Crisp, voilà, des gens qui ont été champions du monde chez Tiga, hein, pour les plus anciens qui vont connaître. Hein. Champion du monde ou vice-champion du monde. Voilà, donc ça a été très formateur pour moi. C'était une période où j'ai beaucoup appris parce qu'avec Hugues, c'est un petit peu mon maître, hein, je le reconnais bien volontiers. On avait du temps pour faire les choses et il fallait que les choses soient vraiment faites nickel, quoi. Il y avait pas le droit à la moindre erreur et à la moindre approximation, quoi. On travaillait dans la précision. Donc c'est là-bas en fait que j'ai appris à travailler avec précision. Alors ça ne veut pas dire que c'est que le travail est mieux et que les performances des boards sont mieux, mais j'ai été formé comme ça, quoi. Donc c'est ce que j'essaye de reproduire aujourd'hui chez AHD sur mes prototypes. Euh,
c'est ce qui me permet peut-être aujourd'hui de ne pas en faire énormément pour valider des boards. Donc je suis à voir, peut-être que c'est ça, ou voilà, l'évolution aussi quoi, de mes compétences. Voilà. Complètement. Et du coup, tu es arrivé à partir de quand chez AHD? De 2003. Donc après Tiga, parce que Tiga ça s'est arrêté en 95 quand ça a été racheté par Bic. Ouais. Après j'ai eu ma marque de custom pendant 2 ans et je suis rentré chez Lacala en 97. La marque des frères Singlin, pareil pour ceux qui connaissent un petit peu aussi. Et jusqu'en 2001 et après en 2003, je suis rentré chez AG, quoi. Voilà. Où j'ai commencé à faire, où il y avait Antoine Albo qui était là, donc j'ai fait des planches d'Antoine Albo de suite. Ça n'a pas été simple, très très simple, parce qu'il avait un gros niveau d'exigence, mais bon, il sortait d'une grosse complicité avec Jean Bouldoir, je pense. Donc il a fallu trouver sa place. Et puis, bon, j'ai quand même fait une planche sur la qualité de champion du monde, la planche de Formula. Donc ça va, là, ça s'est pas trop mal passé, je pense. Voilà. Complètement. Ça marche. Merci pour cette présentation. Juste pour ceux qui sont arrivés, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a le module converser en bas quand vous passez votre souris sur l'écran ou si vous êtes sur un portable. Il y a le module converser. Vous pouvez poser toutes vos questions ici et qu'après on pourra poser directement à Pascal. Top. Merci du coup pour cette présentation. Du coup, il y avait une autre question qui m'était venue et c'était au niveau justement de tes sources d'inspiration. Comment aujourd'hui en fait tu fais pour t'inspirer, trouver une nouveau shape ou même shaper une board? Comment tu arrives à avoir en fait toutes ces sources d'inspiration que tu peux avoir? Alors, les sources d'inspiration, je les ai dans le binôme que j'ai avec Bruno. C'est-à-dire que on Peut-être a chacun. représente Bruno pour ceux qui ne le connaissent pas, si tu veux redire juste qui est Bruno. Oui, Bruno André, en fait, c'est celui qui fait le développement, qui teste les protos, qui fait tout le développement chez AHD, chez APS, chez Nasqual et Silion. Donc, donc c'est lui qui teste mes protos, en fait, hein, donc c'est lui directement qui valide ou qui ne valide pas. Donc, moi, je suis soumis à son appréciation, qui est totalement indépendante, hein, à savoir que bah, moi, je ne teste pas les boards ou quand je les teste, ce n'est pas mon avis qui est déterminant, parce que sinon, forcément, ça ne serait pas à 100% objectif. Donc, en fait, en fonction d'un binôme, le processus de développement d'une board, alors quand c'est des nouvelles idées, forcément, on en parle beaucoup en amont. On fait des premiers, je travaille un petit peu sur Chef 3D, je fais des propositions, on évolue, voilà. Après, sinon, ma source d'inspiration, ça reste aussi les boards des concurrents que j'essaye bien souvent parce que c'est hyper enrichissant. Alors, c'est pas de la copie, hein, bien sûr, mais pour la petite histoire, un de mes meilleurs potes est testeur en chef chez Wind, Francky Roguet, donc j'ai la chance de pouvoir essayer régulièrement des boards avec lui, donc c'est très très enrichissant. Ça me permet de voir mes points forts, mes points faibles éventuellement. Euh, donc j'aime bien faire ça parce que c'est ce qui fait évoluer, je pense, de pouvoir. On a tous des domaines où on est fort et tous ont des domaines où on est moins fort. Donc il faut savoir un petit peu accepter et puis et apprendre de ça, quoi. Voilà. Ok, ah, complètement, non, ça a complètement du sens de faire des tests aussi de planches concurrentes pour, comme tu l'as dit, hein, je pense aussi voir les points forts. On n'est pas la meilleure marque et on espère Complètement. le devenir un jour, mais Oui. non, c'est important d'aller chercher aussi ce qui est bien chez les concurrents. Il n'y a pas que des choses bien, malheureusement, ou heureusement, mais c'est important aussi de pouvoir tester les deux complètement. Exactement. Ça marche. Et j'avais justement dans la continuité un peu de ces prototypes, aujourd'hui, en termes de développement produit, en fait, le process que vous suivez, ça se passe comment? C'est-à-dire entre le moment où voilà, on a l'idée justement de Bruno plus côté, on va dire, consommateur, jusqu'à la mise en série, la mise en production d'une planche, quelles sont un peu les différentes étapes et le temps qu'il y a entre ces étapes-là? Alors, donc, on commence effectivement par définir. Alors ça, c'est avec Bruno, avec Hélène Guyenne, euh, avec Thierry Penn, bien souvent aussi. On discute du proto, de la gamme, parce qu'en fait, c'est pas uniquement, bien souvent, c'est pas uniquement un proto. On définit une gamme, donc il y a plusieurs volumes à définir. C'est ça qui est difficile en fait dans le chef en fait. Hein. C'est pas de faire une seule planche, c'est de faire une gamme de planches. Parce qu'effectivement, on peut toujours réussir je prends un exemple tout bête, hein, on peut réussir une 85 litres et puis avoir beaucoup plus de mal à faire la 105 litres
ou la plus petite. Voilà, donc ce qu'il faut. Et puis il faut que la gamme se tienne en fait, qu'elle soit cohérente. Alors, sachant aussi que le curseur, il évolue selon les volumes. Le curseur, pour prendre l'exemple d'une gamme expression, par exemple, il est certain que la 75 litres, le curseur sera beaucoup plus typé évolution et maniabilité que rapidité, départ au planning, alors que la 105, ce sera vraiment, on déplacera le curseur sur quelque chose de beaucoup plus free wave, entre guillemets, ce qui est normal, même si c'est une planche en thruster. Voilà, en fait. Donc on définit donc une gamme et après on commence à travailler sur un modèle, peut-être des fois 2 volumes en même temps et donc on fait plusieurs formes de carène. On le teste. Donc moi je fais les prototypes, Bruno les teste et en fonction de ses premiers retours, on retravaille, on change les scoops, les carènes, suivant ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Voilà, les positions, des boîtiers, des inserts, des pieds de main. Voilà, les outlines, souvent, c'est ce qui bouge beaucoup. Voilà. Et quand la board est validée, on renvoie la planche en Tunisie, sur laquelle il y a une préparation qui est faite, où on remesure la planche, on fait toutes les symétries, on fait vraiment quelque chose de vraiment très précis. On élimine les bosses, les micro-bosses qu'il peut y avoir pour que le moule soit vraiment très, très propre. Et après, il tire un moule dessus, quoi. Voilà. Et après, ça part en production. Voilà. D'accord. Et mon travail continue aussi parce que je m'occupe aussi de la mise en production, à définir les échantillonnages sur les boards qui vont être le plus léger à la fois et le plus solide à la fois, quoi. Voilà. Donc, il y a un petit peu, c'est toujours cette guéguerre entre les gens. Je sais que les clients aiment bien des planches légères, mais nous, on aime bien aussi des planches qui durent dans le temps. Donc effectivement, on doit faire cette balance entre trop et pas assez, quoi. Voilà. Mmh, mmh. Ah, complètement. Et du coup, en termes de temps et de timing, du coup, entre la phase justement où, bah, comme tu disais, Bruno, Yann, donc Yann qui est le directeur commercial de Falenco et Thierry, le directeur opérationnel, comment, quels sont les délais en fait derrière entre le moment voilà, où vous avez la phase de prototypage, enfin, peut-être la pré-série, au final, il y a peut-être aussi une pré-série qui se fait au niveau de Terminatech et ensuite la phase de production, tu as des délais un peu en tête? Alors, si c'est des produits si c'est par exemple une gamme qu'on fait évoluer, donc on a déjà du recul, en général, euh, ça va assez vite en termes de proto. Bah, des fois, j'arrive avec du premier coup le proto. Ça peut être 2 protos, maximum 3. Alors, par contre, quand c'est des nouveaux concepts, là, ça peut être un petit peu plus long. Donc, ça peut aller entre la décision de commencer le développement et la première planche de série, il peut se passer entre 4 et 6 mois, quoi. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, en termes de process, pour résumer par rapport à ce que tu viens de dire, globalement, donc, il y a la phase de prototypage qui est faite donc, majoritairement au final en France avec les échanges entre bah, l'équipe plus responsable produit. Et du coup, après, phase de production au niveau de Terminatech, donc, qui est l'entreprise de production qui est en Tunisie. C'est ça, c'est ça. Ok. Et Donc, moi, je vais régulièrement en Tunisie pour suivre les mises en production parce qu'à chaque fois, il y a des détails réglés, des détails de finition, de placement de pads, de déco, voilà, il y a pas mal de choses. Donc j'essaye de. Et surtout, on fait des tests, c'est-à-dire qu'on sort une première planche, on regarde le poids. Si ça ne fonctionne pas, si c'est trop lourd, si on est trop léger, on réajuste. Voilà, on fait un petit peu des tests. On envoie bien souvent des planches à Bruno à tester pour un peu la martyriser, pour qu'il puisse voir si ça tient ou ça tient pas. Voilà, quoi, voilà, on essaie de réajuster, quoi. Voilà, d'accord. c'est important. Ok, ça La marche. première planche en fait est coupée en plein d'endroits pour vérifier les compressions. Il y a plein de choses en fait. Bon, sans rentrer dans les termes un petit peu, sans rentrer dans les choses confidentielles, il y a du travail de fait, quoi. Voilà. Ouais, complètement. L'autre, pour terminer, puis après, je pense qu'on ouvrira la discussion justement aux participants. Encore une fois, n'hésitez pas, je vois qu'il y a les premières questions qui arrivent dans le petit onglet Converser. Quand vous passez votre souris sur l'écran, vous cliquez sur Converser et vous pouvez poser toutes vos questions à l'écrit, du coup, qu'on pourra poser ensuite à Pascal. Du coup, pour un peu de conclure sur cette première, on va dire, ce premier présentation, toi aujourd'hui, est-ce que malgré du coup, ton métier de chapeur, tu arrives encore à avoir du temps à aller
sur l'eau. Et est-ce que tu continues à faire évoluer constamment ton quiver ou est-ce qu'au final, bah, voilà, tu as une planche ou peut-être deux planches, je ne sais pas, que tu as adoré et qui au final sont indémodables et tu continues toujours à rider ces planches-là? Alors bien sûr, j'ai du temps pour les solos, j'essaie de le prendre le plus possible. Bon, l'hiver, j'ai un peu plus de mal là, hein. Je deviens de plus en plus frileux, mais non, non, j'ai plaisir à aller sur l'eau, je fais, principalement de la vague et du windfoil, pardon. Donc j'ai une Thunder 85, voilà, et puis, un foil AFS bien sûr. Mmh. Et j'ai des expressions, voilà, dans les 2, dans une 75 et une 85. Et voilà, ça me suffit, mon quiver, il est là. Donc j'ai impatience de tester les nouvelles, compactes Mmh. pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est important pour moi de pouvoir les essayer pour les faire évoluer ces boards-là. Mmh. Donc dès qu'il y en aura un petit peu disponible, la priorité étant pour les clients, j'imagine bien, et les clubs, j'espère en récupérer, une de chaque et les essayer, quoi. Voilà. Complètement, Parce que c'est une complètement. grosse évolution, ces boards-là, c'est une grosse évolution par rapport au Thunderbolt. On a franchi un cap, on a appris certaines choses. J'ai hâte de monter dessus, ouais, en effet. Ça marche. OK, super. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on commence à passer justement aux questions, parce que l'idée, c'était un peu de timer justement ce webinaire pour s'il y en a peut-être qui recommencent à bosser à 14 heures, je ne sais pas, mais autant rester dans le timing. C'est de passer, aux questions. Il y a une première question justement de Ludovic qui demande: «Est-ce que vous êtes la seule marque à fabriquer en Tunisie et pourquoi la Tunisie en termes de production?» Alors, non, on n'est pas la seule marque, on n'est pas la seule marque, même si on est un petit peu client privilégié, parce qu'en fait, l'usine de Tunisie, c'est celle qui fabriquait, à HD et qui était uniquement à HD au début. Heu, donc heu, donc on est un petit peu client privilégié là-bas. C'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir d'avoir mon atelier de développement là-bas. Je suis le seul à pouvoir faire ça, donc de profiter de tout l'outillage qu'il y a là-bas, voilà. Alors au niveau des clients, on n'est pas les seuls. Il y a par exemple, pour ne pas le citer, il y a Zimmer qui fait certaines planches là-bas. Il y a beaucoup de boards de décathlon qui sont faites là-bas, de surf, hein, en tout cas. Il y a, il y a quelques autres marques, je crois qu'il y avait Nové Nové, il y a, les planches de Cantagalli, je crois, ouais, c'est ça, hein, c'est Nové Nové. Mmh mh. Il y a quelques boards là-bas. Bon, après il y a des paddles, des paddle rescue, des manteaux paddle rescue. Il y avait Mistral qui faisait quelques boards. Voilà, il y a que moi je les connais pas par cœur, je fais pas trop attention à ce que aux plongées concurrents, d'ailleurs ça me regarde pas trop, j'ai envie de dire. Mais voilà, non, on n'est pas les seules marques là-bas, quoi. Et Ensuite, pourquoi là-bas? Parce que, ça nous permet d'être beaucoup réactifs. C'est-à-dire que, c'est 1h20 d'avion pour aller là-bas. Pareil, quand on fait acheminer les planches, c'est 24 heures de bateau. Donc, à comparer aux 5 semaines de traversée, sur les planches qui viennent de chez Cobra, voilà, il y a un petit peu de différence. Ensuite, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs au niveau des réassorts parce qu'on n'est pas, pour ceux qui connaissent un petit peu un fonctionnement de chez Cobra, vous vous réservez des semaines de production et après c'est un petit peu compliqué. Alors que nous, en fait, on peut réajuster très facilement, quoi, relativement facilement. Voilà. Donc c'est quand même un luxe, c'est quand même un luxe. Ensuite, la qualité des produits a nettement progressé. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement de complexe, par rapport à ce qui se fait chez Cobra, quoi. En termes de technologie de fabrication, il y a du mieux, il y a peut-être du moins bien aussi en termes de finition, pour être tout à fait honnête. Mais, le gros avantage chez Cobra, c'est que nous, on est sur moule complet et donc chaque planche est identique l'une à l'autre, en forme, en tout cas. Ça, c'est garanti. Voilà. et C'est parce que sur Cobra, du coup, c'est quel type de process? Quand tu parles de moule complet, du coup, chez Terminatech, chez Cobra, quand tu dis En ça veut fait dire? en fait, chez Cobra, ils travaillent sur des demi-moules, de ce que j'en sais en tout cas, hein. Voilà, c'est pas une affirmation, définitive, mais alors je dis pas que c'est moins bien, hein, mais il y a une régularité qui est un petit peu moindre, sur les bords. C'est-à-dire qu'il y a un reshape qui est fait en carène par les gars de là-bas, hein, mais donc forcément, quand il y a une opération manuelle, il peut y avoir des variations, quoi. Donc vous n'êtes pas certain d'avoir la même board que votre copain à quelques millimètres près, hein, attention, hein, je ne suis pas en train Mmh. de dire que
il y a des centimètres, hein. Mais sur certains programmes, c'est vrai que le petit millimètre, il peut jouer, quoi. Voilà. D'accord, ok. Sur une planche de slalom, les millimètres, c'est très, très important. Voilà. Complètement. Et du coup, aujourd'hui, en termes pour continuer un peu sur ce côté hygiène production, à ta connaissance, donc Cobra et Terminatech, il y a d'autres entreprises de production au niveau des planches à voile ou peut-être aussi Ah autre chose? oui, 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 il y en a d'autres en Asie, hein. Il y a l'usine Kinetic, il y a quelques usines, oui. D'accord. Aujourd'hui, dans la tête des gens, c'est vrai qu'il y a que Cobra, mais non, non, il y a pas que Cobra, quoi. Il y a d'autres alternatives, des usines qui font des bons produits, hein, qui font des très bons produits, hein. En fait, tout le monde a progressé et se rapproche du niveau de Cobra, hein, sans problème, Hmm. hein. Voilà. Ok, ça marche. J'ai une autre question, du coup plus orientée produit d'Olivier, hein, pas de souci pour le retard. On n'a pas du tout abordé justement vraiment la gamme. Alors c'est vraiment pour un choix de matériel. Bon, je la pose, ça pourra peut-être intéresser du monde. Je suis sur une Taboo Banta 85, mais assez intéressé par une board à HD. J'ai eu la DR72. Laquelle serait la plus adaptée et laquelle serait la plus convertible? Foil aileron. Foileron, ben, ce sera la Topaz, hein. Voilà, Hmm, hein. Alors la Topaz 127, éventuellement pour rester, alors c'est une planche qui fait 82 ou 82 de large, si mes souvenirs sont bons, il en 127 litres, ce qui doit se rapprocher d'une Tabou Manta 85, je pense, hein. hmm, hmm. Après ce qui est important, c'est, en foil, c'est vrai que le one foot off à l'arrière conditionne un petit peu la portance, et c'est vrai que la Topaz, on a fait un développement, justement, on a mis des ingrédients, pour qu'elle fonctionne très, très bien en foil. À savoir qu'on est quand même relativement, large one foot off pour avoir de l'appui, heu, au décollage, avec une petite cassure dans l'outline justement pour pas que la board perde la maniabilité. Bon, ben, on a essayé de trouver un compromis, hein, donc c'est une très bonne board qui est très accessible chez nous, hein, qui est très facile, voilà, qui est pas très cher en plus. Je pense Et, c'est une board qu'on vend bien, hein. ouais, complètement, complètement. C'est sur les planches justement un peu convertibles foil aileron. D'ailleurs, ça me fait soulever une autre question après que je te poserai. C'est ouais, ouais, c'est un des best-sellers. Et bon, et aujourd'hui, il y a le second best-seller, c'est vraiment l'aspect compact et qui, je pense, est un shape qui est vraiment en vogue et Oui, alors qui a de bonnes évolutions. Oui, ça sera vraiment des planches typées foil, quoi, hein. complètement, Heu, complètement. Ça peut Et marcher en aileron, mais dans le développement, en fait, ça n'a pas été, quelque chose qu'on a pris en compte, hein. Ça marche et toujours, toutes les planches marchent, ça va déjauger. Maintenant, bon, complètement. C'est pas optimisé pour la c'est des planches navigation qui sont longue. très larges derrière, qui n'ont pas beaucoup de V, donc ça va pas jiber, mais voilà, ben, c'est pas fait pour, mais ça peut, tout fonctionne, hein. Et Voilà. justement, ton avis sur les feuilles, les planches pardon, convertibles foil aileron, pardon, qu'est-ce qui change en fait entre ces planches-là? Qu'est-ce qui fait que ce soit navigable au final tant sur un foil que sur un aileron? Bah, c'est la forme de carène et l'outline, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins large derrière. Heu, donc c'est plus polyvalent en fait, hein. Il y a des formes de carénette et concaves, il y a un scoop qui est plus progressif. On est sur une longueur un peu plus importante aussi, heu, pour qu'il y ait un planning, plus «progressif» entre guillemets, parce que c'est des boards qui ne vont pas que décoller, c'est des boards qui doivent planer et Mmh, et puis, être douce à la fois dans le clapot, remonter correctement au vent, avoir un jibe aussi, correct, voilà, en fait, il y a de la polyvalence, sur cette board-là, quoi. Voilà. d'accord, OK, Il y a des placements de footstrap qui sont un petit peu moins extrêmes aussi, on est un peu ouais. moins sur les extérieurs, donc voilà, c'est des planches faciles, en fait, c'est la facilité, hein. De toute façon, chez HD, en fait, c'est un petit peu le maître mot depuis, je pense depuis le début, depuis l'origine de la marque, hein. C'est des planches qui ont toujours été très accessibles, à tout à chacun, donc on n'a jamais fait des boards de très, très extrêmes, quoi. Mmh. Voilà. OK, et pour rebondir justement sur les boards, il y a une question alors que je revois, assez régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, les forums ou autres, justement c'est, Thunderbolt Compact. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi d'un point de vue shape en fait, qu'est-ce qui ferait choisir plutôt quelqu'un vers une Thunderbolt que vers une Compact et vice versa? Alors la Thunderbolt, en fait, ce qui a vachement changé, en fait, sur la compacte, bon, d'une part, la longueur qui a été réduite, donc qui apporte un petit peu, quand on est en l'air, en fait, la compacité, en fait, ça apporte une certaine maniabilité, hein. C'est beaucoup plus joueur.
Il y a beaucoup moins de longueur de vent, moins d'inertie dans les manœuvres, c'est un peu plus évolutif, hein. Euh, le principal changement, il était dans la répartition du volume. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les compacts, qu'il fallait répartir le volume différemment. Parce qu'à un moment, il faut bien le mettre, le volume, quand on raccourcit la board. Il y a deux façons de le mettre, hein. Soit on élargit la board, soit on l'épaissit. Donc, on s'est aperçu qu'en épaississant le nez, on gagnait énormément de confort dans la touchette. C'est-à-dire que c'est des boards qui peuvent paraître plus techniques, mais en navigation, elles sont relativement faciles parce qu'en fait, ce volume de vent associé à un outline qui est beaucoup plus parallèle devant, en fait, avec un nez beaucoup plus large, comparé à une Thunderbolt 85, pour ne pas la citer. L'outline, en fait, quand on fait une touchette, même avec de l'angle, l'outline vous ressort directement et vous ne met pas un coup de frein, comme on peut avoir peut-être avec une board, avec un outline rond et moins de volume qui va rentrer dans l'eau, en fait, hein. Donc, c'est ça un petit peu la principale évolution, que ce soit sur la 72 et la 83. Donc, ça a fait des planches qui sont plus courtes, mais qui ne sont pas forcément plus techniques à naviguer. Voilà. D'accord. Ok. Ah, Voilà. c'est intéressant parce que c'est vraiment enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la compact. J'ai l'impression et de plusieurs marques d'ailleurs s'y mettent de plus en plus, avoir des Oui, planches de voilà. plus en plus compactes justement. Alors, encore une fois, il ne faut pas être dans l'excès. Moi, je suis quelqu'un d'assez modéré dans mes mesures et quelque chose comme ça. Je, Nous, on est sur des planches, on est sur du 2,06 et du 2,10, que ce soit sur la 72 et la 83. Donc, on n'est pas ultra court. Il y a des marques qui sont plus courtes, mais pour moi, c'est au détriment de la tolérance. Déjà dans le départ, dans la glisse, parce qu'il faut quand même une certaine glisse, hein, au départ, il faut partir un petit peu tôt. Et après, malgré tout, quand on fait un peu des touchettes, quand c'est court, quand on descend avec de l'angle, bon, il y a un moment, à moins de mettre une grosse spatule, ça a tendance à freiner beaucoup plus, quoi. Donc, à chacun, voilà, je veux dire, on n'est pas ultra court, mais on est court quand même. Voilà. Nous, on considère que c'est la bonne longueur. Voilà. Mm. Ok, ça marche. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés. C'est dommage, on va pas tarder à arrêter. Pour le coup, n'hésitez pas s'il y a quelques dernières questions. J'ai une nouvelle question. Enfin, pour rappeler, c'est dans Converser. Vous passez votre souris sur l'écran Converser. Vous pouvez poser les questions que vous avez à poser. Il y a Ludovic qui pose une question. Pourquoi la 83 est sortie si tard dans la saison? Alors, la 83 est sortie si tard elle était sortie tard dans la saison parce que on a pris du temps pour la développer, cette board. Parce que c'est une board importante. On voulait vraiment faire beaucoup mieux que les anciennes générations. Donc, on a fait plusieurs protos sur cette board, à différentes longueurs et épaisseurs. Et donc, c'est là-dessus vraiment qu'on a fait un travail sur le volume, la forme des rails. Et c'est vrai que bon, on a été un peu aussi impacté par le Covid. Donc, on a pris un petit peu de retard par rapport à ça, par rapport au test. Donc, c'est vrai que ça a pris un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui, on est très content de la board qu'on a, quoi. Voilà. Elle est très, très aboutie, quoi. D'ailleurs, les premiers retours que j'en ai des tests, elle est appréciée, quoi. C'est pour ça que j'ai hâte de monter dessus. Voilà. Ah non, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on disait un peu les best-sellers hein, de la marque, la compacte aujourd'hui, vraiment, je pense, la planche qui est en train de vraiment monter. Les retours, comme tu l'as dit, les retours de test des premiers clients et des premiers magasins qui l'ont eu et qui ont fait des tests sont ultra positifs. Et donc, ce qui demande aussi, ce qui explique aussi un peu le temps de développement qu'il y a eu derrière pour du coup avoir une planche qui est vraiment parfaite, on l'espère, en navigation. Voilà. Mais en fait, cette board, c'est la résultante de tout ce qu'on a appris sur les Thunderbolt, hein. À savoir, on a fait beaucoup de protos sur les Thunderbolt, particulièrement pour la 91, et ainsi en pleine longueur, de largeur arrière, donc les cut-outs aussi. Il y a eu beaucoup de tests faits là-dessus. Et donc, cette board-là, en fait, c'est un peu tout ce qu'on a appris sur ces développements des 3 années précédentes, hein. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une board qui va durer. Voilà, c'est un peu l'idée en fait, que cette board elle dure, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de la sortir, de l'aboutir. Voilà, vraiment. Il n'y avait pas d'urgence particulière parce qu'on avait déjà des boards dans la gamme. Donc voilà, on voulait que ce soit une board appréciée par les jeunes, voilà, pour la catégorie FFV, là, la catégorie jeune. Donc ça a l'air de marcher apparemment.
Et du coup, ça me fait rebondir sur une question. Du coup, au niveau de la gamme AHD, globalement, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de millésime. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une stratégie de sortir des produits année par année, mais vraiment, voilà, quand il y a un produit abouti, on le sort et le produit peut très bien durer 2, 3 ans après par la suite, quoi. Ah oui, complètement, ouais. Tant que tant qu'on n'a pas fait de nouveaux développements et qu'on n'a pas de nouvelles idées qui rendent la planche un petit peu obsolète, on les garde. Et puis après, c'est les clients hein, qui vont donner le tempo un petit peu hein, quand tu pourras changer la board. Hein. Si les ventes elles commencent à baisser et que les gens ont des avis modérés sur les produits, et forcément, on se remet en question et Mm. on va changer les boards, hein, on va retravailler, quoi. C'est un travail continuel qu'on fait, mais voilà, après, on va s'attaquer à d'autres modèles et puis on reviendra sur les planches de foil rapidement. C'est vrai que là, actuellement, on travaille beaucoup, c'est pas tellement HD, mais on travaille beaucoup sur les planches de wing foil, quoi. Mm. Voilà, c'est un peu la tendance aujourd'hui. Complètement. On aura l'occasion, je pense, Voilà. d'en rediscuter justement sur plus la gamme Nasquel, du coup, pour tout ce qui est wingfoil, paddle. Je pense qu'on refera un webinaire sur ces sujets-là. Voilà. On a quelques idées sur la HD et de planches à faire pour le futur, hein, mais je peux pas trop, je peux pas en parler maintenant, quoi. Voilà. Donc il y a du développement. Voilà, il y a des produits qui arriveront, hein, bien sûr, hein. Voilà. Ça marche, super. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. J'avais essayé de cadencer le webinaire pour que ça dure 30 minutes. Et si jamais il y en a qui ont une dernière question, on peut accepter une dernière question. Donc, dans l'onglet Converser, vous pouvez poser une dernière question. Sinon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, Vraiment, pour ce avec plaisir. retour. Pour tous les participants, donc on vous enverra justement un mail pour avoir votre retour, pour avoir aussi des sujets sur lesquels vous voulez aborder. Là, c'était plus un premier webinaire enfin, plus sur une vulgarisation et de façon générale. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur des évolutions, savoir voilà, sur quel sujet vous voulez aborder, peut-être faire des focus webinaires sur un seul produit, c'est aussi possible. Donc, je vous enverrai un petit mail. Donc, on est là pour ça, justement. Pascal a très bien dit, on développe les produits avec le client, mais on essaie aussi de développer la communication avec le client pour essayer d'avoir aussi une communication plus impactante. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et bon courage à ceux du coup qui retournent au boulot. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Salut. À bientôt. Au revoir.